Bonjour, bienvenue à ce 11e épisode de Parlons Crime. Aujourd'hui, je vous parle de l'horrible histoire de Laetitia Perret. Petit trigger warning avant de commencer, on va parler de viol, de meurtre, de démembrement. Donc, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que la vidéo va vous plaire. Sans plus attendre, on commence la vidéo. Bonne écoute! Je vous apporte dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011, Laetitia Perret, une jeune femme âgée de 18 ans, disparaît mystérieusement après son corps de travail comme serveuse dans un hôtel de Nantes à la Bernerie en Retz. Désolée si je prononce mal les villes ou quoi que ce soit, là, ça a été fait en France, donc si je le dis mal, je suis désolée. Donc, le 19 janvier 2011, Jessica Perret retrouve sur le bord de la chaussée le scooter de sa sœur jumelle, Laetitia, à environ 300 mètres de leur domicile. Les clés sont toujours sur le contact. Elle aperçoit aussi là, une chaussure lui appartenant pas très loin également sur la chaussée. Le 20 janvier 2011, un certain Tony Mellon, âgé dans la trentaine, est arrêté. Je vais vous parler un petit peu plus de qui est Laetitia Perret. Laetitia et sa sœur jumelle Jessica sont nées le 4 mai 1992. Ce sont les filles de Sylvie Larcher, agente d'entretien à l'inspection académique, et de Frank Perret, serveur. Le couple va se séparer en 1995 car Frank frappe et viole sa femme. Il sera condamné le 16 septembre 1997 par la Cour d'assises de Loire-Atlantique à 5 ans de prison pour le viol et tentative de viol avec arme de sa femme. Les jumelles vont vivre donc avec leur mère, qui, fragilitée par les années de mauvais traitements reçus, est souvent hospitalisée pour troubles psychiatriques. Les filles vont être à la suite de l'hospitalisation de leur mère, accueillies par leur grand-mère. Sylvie Larcher sollicite une aide éducative et le 1er décembre 1997, le tribunal pour enfants de Nantes ordonne une mesure d'AEMO. C'est une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert. L'action éducative en milieu ouvert, c'est une mesure ordonnée par le juge des enfants en protection de l'enfance. Elle consiste en l'intervention à domicile d'un travailleur social pour une durée variable de 6 mois à environ 2 ans, renouvelable jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Cette mesure vise à aider et conseiller la famille d'un mineur en difficulté pour surmonter les difficultés éducatives et morales auxquelles elle est confrontée. Donc, la mesure elle a été faite au bénéfice de Jessica et Laetitia. Donc, dès 1998, la mesure d'AEMO commence, mais au domicile du père Frank Perret, car Sylvie Larcher n'est plus en mesure de s'occuper de ses filles-là à ce moment-là. On peut effectivement comprendre là, après toutes les années de violence qu'elle a vécues. Le 23 novembre 2000, à la suite des problèmes scolaires rencontrés par les jumelles, il y a une ordonnance de placement provisoire qui est prononcée. Les jumelles sont prises en charge à l'aide sociale pour enfance, l'ASE, puis sont placées au foyer de Paimboeuf. Les parents conservent l'autorité parentale, mais ils perdent leur droit de garde. Donc, le 9 janvier 2001, les jumelles quittent Nantes pour être admises à la Providence de Paimboeuf. En 2005, elles choisissent de s'orienter vers une prise en charge par une famille d'accueil, puis elles sont envoyées pour une période d'essai chez Gilles et Michel Patron, qui habitent dans une maison à Pornic. Le 15 avril 2005, la famille Patron devient officiellement la famille d'accueil des jumelles, verdict prononcé par le juge des enfants. Je vous parle un petit peu là, de Gilles et Michel, qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Gilles Patron est né en 1950 à La Montagne. Il est chaudronnier de profession, puis c'est un ancien secrétaire comptable de la direction des constructions navales à Indray. Sans emploi à la suite d'un plan social, il va devenir assistant familial en 1995 pour le Conseil général de Loire-Atlantique. La famille Patron accueille des enfants placés en famille d'accueil. Au total, la famille va accueillir 6 jeunes en placement durable, donc presque toute leur jeunesse jusqu'à leurs 18 ans, puis 48 enfants en placement provisoire. Gilles Patron est également délégué des familles d'accueil pour le pays de Retz. Sportif, il est aussi investi en tant qu'entraîneur dans des associations sportives de judo, de football et de gymnastique. Michel Patron, elle, tout ce qu'on sait d'elle, c'est que c'est une institutrice retraitée de l'enseignement catholique.
Les jumelles continuent comme auparavant de fréquenter le collège Louise Michel à Paimboeuf. À partir de 2006, Gilles Patron va commencer à agresser sexuellement Jessica Perret, profitant des liens affectifs qui se sont noués entre eux. Jessica va penser que sa sœur est également victime de celle qu'ils considèrent comme leur père adoptif. Puis ces dires-là vont être confirmés plus tard par Léa, la meilleure amie de Laetitia, là, que effectivement Jessica pensait aussi que Laetitia se faisait agresser et c'était le cas. En 2010, la meilleure amie de Laetitia, Léa, va déposer une plainte pour agression, puis une amie de Jessica dépose une main courante dénonçant des gestes intrusifs par Gilles Patron. Donc, Gilles va finalement être condamné en 2014 à 8 ans de prison là, pour ce cas-là. En 2011, Laetitia Perret travaille en alternance à l'hôtel de Nantes à la Bernerie en Retz dans le cadre de la préparation d'un CAP de serveuse dans un centre de formation à Saint-Nazaire. C'est une femme sans histoire, elle a un petit ami qui est nommé Kevin, elle roule à scooter, elle a une vie quand même assez rangée. Mais elle témoigne dans les derniers mois de sa vie d'une tristesse, que sa vie est triste, puis ça l'a aussi été là, remarqué par ses proches. Elle va rédiger dans les semaines avant son enlèvement des lettres de suicide et d'adieu aux personnes qu'elle aime. Jessica Perret, elle prépare un CAP en cuisine au lycée professionnel de Machécoul, je crois. Donc là, je vais vous parler de la reconstitution des faits de la journée du 18 janvier 2011. Donc la journée du 18 janvier 2011, Laetitia quitte son domicile à Pornic à 10h30 avec son scooter pour se rendre à son travail à l'hôtel de Nantes. À 15h, pendant sa pause, elle voit là, Jonathan, un ami du lycée, qui l'amène faire un tour dans sa voiture. À 16h06, elle reçoit un appel de son amie Lydia. Elle va donc aller la rejoindre là, à la plage. À 16h28, elle appelle son ami prénommé William, puis elle lui avoue qu'elle vient de tromper son petit ami Kevin avec Jonathan, là, lui, qu'elle a vu là, pendant sa pause. Sur la plage, elle va faire la rencontre du fameux Tony Millen, qui va lui faire le fumer un joint. C'est rien de très grave, là. Il y a beaucoup de gens dans la vie qui fument des joints, puis ça va. Tony Millen et Laetitia Perret vont ensuite se rendre au bar, le Barbe Bleue, où Gérald, un des amis de Tony, va lui faire remarquer que la femme qui l'accompagne est très jeune. Là, à comparer lui, Tony est dans la trentaine et Laetitia, elle a 18 ans. Laetitia va reprendre son service à 18h30. Sa patronne va la voir arriver sur le parking avec Tony, puis elle va dire que Laetitia elle avait de l'air très gênée là, en s'éloignant de la voiture. Un certain Steven, qui travaille avec Laetitia, elle entend Tony lui dire qu'il va venir la chercher là, à sa sortie du travail le soir même. À 21h, Steven il quitte son service puis il rentre chez lui en scooter. Il se fait suivre par Tony dans une Puego 106 blanche qui le force à s'arrêter comme sur le bas-côté en accotant comme son scooter pour pas qu'il puisse avancer parce qu'il pensait qu'il s'agissait de Laetitia. Steven il va alors lui indiquer que Laetitia ça travaille encore puis elle a pas fini. Donc Tony va aller récupérer Laetitia à la sortie de son travail à 22h. Ils vont passer un moment au bar, le Barbe Blues, mais Tony va se disputer violemment avec un homme prénommé Yvan. On n'en sait pas plus. Tony va amener alors Laetitia au quai 46, un bar lounge, puis par la suite, il va l'amener chez lui dans sa caravane. Alors que Laetitia refuse de coucher avec lui, il va la jeter violemment contre le mur, puis il va la ramener là, à son scooter qui était resté au travail. Dans la voiture, Laetitia envoie des SMS à son meilleur ami et confident, lui expliquant qu'elle vient d'être violée. Donc, selon moi, il l'a jeté violemment sur le mur, puis après ça, là, il l'a violée avant de la ramener à son scooter. À l'hôtel de Nantes, un certain Anthony Deslandes, le fils de la patronne de Laetitia, va l'apercevoir vers 1h du matin, penché sur la vitre de la voiture de Tony. Elle avait de l'air en colère, puis elle se disputait là, avec l'homme dans la voiture. Il va également voir la Puego 106 blanche repartir à une très grande vitesse tout de suite après le départ du scooter de Laetitia. Selon Yvan Jablonka, c'est l'auteur du livre là, de Laetitia Perret. Tony a dû comprendre à ce moment-là que Laetitia risquait d'aller porter plainte pour son viol, mais puisque c'était un récidiviste puis qu'il avait déjà été condamné pour le viol d'un court détenu,
Il voulait pas avoir une plus grosse sentence, surtout qu'à ce moment-là, il était en liberté provisoire. Donc, il pouvait pas, genre, faire ce qu'il voulait à ce moment-là. Donc là, on se demande un petit peu plus, c'est qui Tony Mallon? Puisqu'il est dans l'histoire, je vais vous en parler un peu, on n'a pas trop le choix. Tony est né le 14 août 1979 à Nantes. C'est le fils de Jacques Mallon et de Jocelyne Coignard, je crois, employé de la mairie. Sa mère va être violée à l'âge de 15 ans par son propre père. De ce viol va naître un garçon, le demi-frère aîné de Tony. Elle va se marier avec Jacques Mallon, dont elle aura eu 3 enfants. Un garçon, une fille, ainsi que Tony. Le mari, il reconnaît là, l'enfant qui est né de l'inceste. Là, il sait exactement c'est qui des 4 enfants. Donc, lorsque Tony Mallon est âgé de 3 ans, ses parents vont se séparer à cause de cette raison. Puis parce que son père, le père à Tony, est un homme assez alcoolique et violent qui, selon ses dires, forçait la mère de Tony à avoir des enfants. Donc, 5 ans plus tard, sa mère va se remettre en couple avec Charles Bambella, avec qui elle a une fille qui va se nommer Adeline. Tony, il s'entend pas avec son beau-père qui le bat, il est rejeté par sa mère, fait qu'il va finir par idéaliser son père. Il va redoubler à l'école, puis il va être placé en foyer d'accueil à 13 ans, par l'aide sociale à l'enfance. Il va le vivre comme un abandon, puis il va fuguer régulièrement. Tony va pratiquer l'école buissonnière, la délinquance, il va consommer précocement de l'alcool, du hashish et de la cocaïne. Il est impulsif, il est intolérant à la frustration, il multiplie les délits et il va être arrêté plusieurs fois à partir de ce moment-là pour des braquages, des cambriolages et du trafic de stupéfiants. Par la suite, il va faire l'objet d'une quinzaine de condamnations, dont le viol d'un co-détenu en 1997, passant 14 années en prison entre octobre 1996 et février 2010. Je vais vous parler un peu plus de son parcours criminel. En octobre 1996, à 17 ans, il va être incarcéré pour la première fois pour un vol de voiture. Donc, durant son incarcération, il va violer un de ses co-détenus. Il va être copé de 2 ans de prison avec sursis de plus. En mars 2001, il est condamné à 3 ans de prison ferme. Ces 2 ans de sursis s'ajoutent à sa peine pour violence avec arme sur un co-détenu. En juin 2005, il est condamné à 6 ans de prison pour 4 vols à main armée. En juin 2009, il est condamné à 6 mois de prison ferme assorti d'une épreuve de 2 ans pour outrage et menace à magistrat. Puis, il va finalement être libéré le 24 février 2010. Donc, tu sais, on peut voir qu'il n'a pas eu une enfance facile, sa vie a jamais très bien été, puis il a continué ça au lieu de s'en aller sur la bonne voie. Là, il a continué à être un criminel puis de faire de pire en pire. Comme on peut voir, la pire chose qui va être arrivée, ça va être à la pauvre Laetitia Perret. Donc, on revient au 20 janvier, quand Tony Mallon est arrêté. Il va être placé en garde à vue. Les enquêteurs, ils vont retrouver dans le coffre de sa voiture du sang, qui est celui de Laetitia Perret, et dans son téléphone portable, ils trouvent des photos de Laetitia prises sur la plage où ils se sont rencontrés. Dans le pré où est garée la caravane de Tony, ils vont trouver un panier d'épicerie brûlé qui contient un couteau, une hache, une scie à métaux et une boucle d'oreille qui appartient à Laetitia. Tony va nier toute implication. Par contre, dans sa cellule de garde à vue, il va chanter, et je cite, « Oh Laetitia, qu'est-ce que t'étais bonne. Je ne me suis pas ennuyée. Oh là là, ton petit corps, ça vaut 30 ans de prison. Oh Laetitia, la gendarmerie n'a rien pu faire pour toi. » Ces aveux-là vont être enregistrés par un gendarme avec son téléphone le portable personnel qui l'entendait chanter. Il y a une découverte imprévue qui va l'inciter à avouer en partie sur les indications de l'ex-petite amie de Tony, elle va révéler aux gendarmes le lieu où Tony aime le plus pêcher. Donc là, il y a des plongeurs qui vont aller fouiller cet endroit-là. Puis malheureusement, le 1er février 2011, 10 jours après la disparition de Laetitia, sa tête et les membres sciés de la jeune femme ont été trouvés dans le Trou Bleu, un étang situé à Lavaux-sur-Loire. Par contre, le torse de Laetitia est toujours manquant. Cependant, le 9 avril 2011, il y a une promeneuse qui découvre le tronc de la jeune femme qui flotte sur l'étang de Briard.
Avec le réchauffement climatique du printemps, la putréfaction a fait en sorte que le corps a remonté à la surface malgré le fait qu'il était accroché là, à un bloc de béton. Interrogé, Tony soutient dans un premier temps qu'il a heurté involontairement Laetitia Perret, qui était sur son scooter. Donc, la croyant morte, il aurait maquillé cet accident en crime. Hypothèse qu'il va qualifier plus tard lui-même de farfelu. Pourquoi, si tu heurtes involontairement quelqu'un, tu passerais ça pour un crime au lieu d'appeler la police puis de dire que c'était un accident et tout? Ça fait comme aucun sens. Au terme de l'enquête, les gendarmes de la section de recherche d'Angers parviennent à établir que, dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011, Tony a amené Laetitia dans plusieurs bars, puis il l'a ensuite ramenée dans sa caravane où il habite. Il l'a incité à boire, fumer un peu de hashish et même à sniffer de la cocaïne. Tony, c'était un cocaïnomane notoire, là. Il consommait tout le temps de la cocaïne, donc ça serait possible que la consommation que Laetitia a pris cette soirée-là ait été la première qu'elle ait pris de cocaïne. Donc là, il veut coucher avec elle, mais elle refuse. Donc, il décide qu'il va la violer. Ensuite, elle envoie un message vocal à un ami l'informant qu'elle vient de subir un viol. Tony la ramène alors jusqu'à son scooter à l'hôtel, mais réalise qu'elle risque de porter plainte pour viol. Il décide alors de la rattraper avec sa voiture. Il la renverse à quelques dizaines de mètres de l'entrée de sa maison à lui. Il l'amène dans son coffre, l'amène dans un bois où il va l'étrangler et la poignarder plus de 40 fois. Il va ensuite démembrer son corps. Il va jeter les parties de son corps dans 2 étangs différents qui sont distants d'environ 50 km. Le tronc est dans le premier étang. La tête, les bras et les jambes sont dans le trou bleu. Les experts judiciaires indiquent que la victime a été frappée, mortellement étranglée, puis poignardée à au moins une quarantaine de reprises avant d'être découpée. Il n'a pas pu être possible de déterminer si elle a été violée, vu malheureusement l'état dans lequel elle a été retrouvée. Donc, le procès de Tony va commencer en juin 2013. Tony Millen y reconnaît en partie les faits qui lui sont reprochés. Il dit cependant qu'un complice inconnu a commis les parties les plus atroces de son crime. Les experts psychiatres décrivent Tommy Millen comme un homme intelligent et responsable de ses actes, à la personnalité psychopathique. Lui-même se complaît à se décrire comme un monstre. Au terme du procès, la Cour d'assises de Loire-Atlantique reconnaît Tony Millen coupable du meurtre et le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de 22 ans de sûreté. La période de sûreté, c'est une période de temps pendant laquelle la personne condamnée à une peine sans sursis ne peut pas bénéficier d'un fractionnement de peine, d'une suspension de peine, puis de certains aménagements de peine. Donc, tu sais, il pourra pas sortir avant ses 22 ans quand même. Puis, il demande une rétention de sûreté, qui, dans le fond, ça veut dire que lors de sa sortie, il aille dans un établissement pour les psychopathes, genre pour les... un asile, je crois qu'on dit, je sais pas si c'est le bon mot, après ses 22 ans de prison. Cette condamnation suit les réquisitions de l'avocat général Florence Lecoq, mais Tony Millen va faire appel de sa condamnation dans le but d'obtenir la suppression de la rétention de sécurité lors du deuxième procès. Donc, le 13 octobre 2015, le deuxième procès de Tony Millen va commencer. Il va donc être condamné le 26 octobre 2015 à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans pour le meurtre et démembrement de Laetitia Perret. Cette condamnation a été prononcée par la Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine après près de 4 heures de délibération. C'est la peine maximale prévue pour le Code pénal pour les faits d'enlèvement, de séquestration et de détention suivis de mort. Cependant, ils n'ont pas poursuivi le fait qu'il soit en rétention de sécurité dans un établissement spécialisé lorsqu'il serait libérable dans 22 ans. Donc, lors de l'audience du 26 octobre, Tony a dit regretter avoir tué sa victime, mais a maintenu sa version des faits, niant l'avoir démembré. Il dit, et je cite, « Ce qui s'est passé, j'ai pas de pourquoi. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Le comment? J'ai dit toute la vérité. » Avocat Fatih Ben Brahim, qui avait invité les jurés à faire preuve de compassion à l'égard de son client. Tu viens de tuer une femme qui a pas voulu coucher avec toi parce que finalement t'as décidé de la violer parce qu'elle a dit non.
ta démembre, ta poignarde à 40 reprises, puis après ça, tu veux que les jurys aient de la compassion à l'égard de ton client. Ça fait aucun sens, là. Le 6 octobre 2016, il va écoper d'une nouvelle année en prison pour avoir intentionnellement incendié sa cellule le 21 septembre 2016. Tony Millen est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Sur un article trouvé datant de 2020, le centre pénitentiaire d'Alençon, c'est l'une des prisons les plus sécurisées de la France, où on retrouve des criminels dangereux tels que Youssouf Fofana, c'est un ex-chef du gang des barbares, et Et Ali Belkacem, instigateur de l'attentat du RER à Paris en 1995. À l'heure des repas, le personnel de la prison doit être vêtu de lourdes combinaisons renforcées avec des casques similaires à ceux de la CRS, juste pour distribuer la nourriture. Dans les cellules, la majorité des prisonniers sont violents, particulièrement dangereux, et qui, pour la plupart d'entre eux, ils ont absolument plus rien à perdre. En septembre 2019, il y a un détenu qui aurait agressé 5 surveillants, visant l'un d'eux au cou avec une arme métallique. Aujourd'hui, en 2020, là, selon l'article, 30% des effectifs des agents sont renouvelés à chaque année. Tony Millen, comme je vous l'ai dit, met le feu à sa cellule en septembre 2016 pour protester contre le refus de l'administration carcérale de lui fournir du tabac. Pour avoir mis feu à sa cellule, il est condamné à 1 an supplémentaire de prison et à 4 420 € de dommages. Le 2 juin 2017, il dépose par l'intermédiaire de son avocat des demandes et réclame des indemnisations à hauteur de 8 000 € afin de protester contre les conditions de détention qui lui interdisent de travailler en cellule. Il demande également l'annulation de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, DPS, et demande l'indemnisation des périodes de placement en isolement au motif des préjudices subis. Ça va être bien évidemment refusé. Donc c'est sûr que quand Tony a assassiné Laetitia Perret en janvier 2011, il était sorti de prison depuis seulement 1 an. Il aurait dû être encadré par un suivi judiciaire que les magistrats et un personnel social débordés n'ont malheureusement pas pu mettre en place. Lorsque le président de la République, Nicolas Sarkozy, déclare « Quand on laisse sortir de prison un individu comme le présumé coupable sans s'assurer qu'il sera suivi par un conseiller d'insertion, c'est une faute. Ceux qui ont couvert ou laissé cette faute seront sanctionnés. » Le crime devient alors une affaire d'État. Ces propos vont provoquer une révolte sans précédent qui observe une grève de 10 jours dans toute la France. Le rapport du Conseil de la magistrature montre que le service d'application des peines de Nantes, qui comptait 3 juges, en réclamait 2, et que le service d'insertion de probation de Loire-Atlantique était en sous-effectif, ces dysfonctionnements étant connus depuis longtemps par l'administration centrale. Finalement, la sanction va tomber. Les magistrats ne seront pas sanctionnés, mais le ministre de la Justice, Michel Mercier, révoque de ses fonctions Claude-Yvan Lorraine, alors directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes. Ce n'est malheureusement pas la fin de l'histoire là, pour Tony Millen. En fait, en septembre 2023, le casier judiciaire de Tony Millen, il s'est encore alourdi. La Cour d'assises de Loire-Atlantique a condamné Tony, maintenant âgé dans la quarantaine, à 16 ans de réclusion criminelle pour des faits de viol et violence commis sur son ancienne compagne en décembre 2010. La Cour a assorti la nouvelle condamnation d'une peine de sûreté des 2/3 et d'une interdiction de séjour en Bretagne et dans les pays de la Loire de 10 ans à l'issue de sa détention. Tony Millen, lors de l'énoncé du verdict, a dit que tout le monde était des menteurs et qu'il voulait faire appel. Lors de l'audience, l'avocat général Terry Rowland a dénoncé l'enfer et le mécanisme d'emprise d'une perversité absolue vécue durant 9 mois par cette ancienne compagne de Tony, entre mars et décembre 2010. L'avocat général va dire, et je cite, « Nous sommes au top du top de l'individu dangereux, le psychopathe pervers qui aime faire souffrir. » Entendue par visioconférence, la victime âgée de 44 ans a affirmé avoir été violée par Tony Millen à 2 reprises les 24 et 26 décembre 2010. Pour l'avocat de la victime, son absence à ce procès en dit long sur la peur qu'elle éprouve
de la moindre proximité avec l'accusé qui, crâne rasé et gilet gris, s'exprimait d'un ton calme depuis son box. Leur relation de 9 mois, de mars à décembre 2010, entrecoupée de plusieurs ruptures, aurait débuté par 2 mois parfaits selon les déclarations de la victime. Elle aurait ensuite progressivement basculé dans un climat de violence et de menace de mort envers elle et ses proches, qui était accentué par les prises d'alcool et de stupéfiants de Tony. Durant les 2 jours de ce procès-là, Tony a reconnu les violences et menaces de mort, tout en les minimisant, mais il a fermement nié les viols. Tony a affirmé qu'il n'était pas présent à ces moments-là et que son ex-copine avait sorti l'arme atomique, la façon ultime de se débarrasser de lui. Donc, pour lui, le fait qu'elle l'accuse de viol, c'était pour ça, c'est ça qui allait faire en sorte qu'elle allait se débarrasser de lui, là. Donc, c'est ça qui conclut là, l'horrible histoire de Laetitia Perret. C'est horrible parce qu'il y a plein de choses qui auraient pu être faites, qui auraient pu éviter cette situation-là, dont le fait que quand il est sorti de prison, il aurait dû avoir de l'aide nécessaire par la suite pour s'aider, qu'il n'a malheureusement pas eu. Le collègue de Laetitia qui se fait bloquer son scooter sur le bas-côté, qui indique à Tony que Laetitia est encore au travail, il aurait peut-être dû dire autre chose, tu sais. C'est tout je veux pas le blâmer ni rien, mais tu sais, c'est tout des petites choses qui auraient pu éviter que peut-être Laetitia ne se retrouve pas avec Tony ce soir-là. C'est horrible, personne mérite une fin comme ça. Euh, J'espère qu'il va rester emprisonné toute sa vie, qu'il ne sortira jamais. C'est un homme dangereux qui sera pas capable de se remettre sur pied puis de changer, j'en suis à peu près sûre. C'est horrible que Laetitia Perret soit morte de cette façon, par un individu qui aurait dû avoir de l'aide, mais qui n'en a malheureusement pas eu. Perret, j'espère que vous avez apprécié. Euh, on se revoit là, mardi prochain ou vendredi cette semaine, tout dépendant si j'ai le temps de filmer ou non. J'essaie de sortir 2 vidéos par semaine, mais parfois c'est compliqué, donc je me dis 1 à 2 par semaine, ça va. Euh, je fais de mon possible. J'espère que ça vous dérange pas trop. Donc, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, bye bye.